va rappeler les règles de ce match des invités, parce qu'en réalité, je ne vais pas sortir de gants de boxe, je ne m'appelle pas Paul Amar. L'idée, c'est plutôt effectivement d'un échange dans ce match des invités entre les invités et les sociétaires, puisque dans quelques instants, Julien Plantier, vous allez poser une question à Madame Le Bâtonnier, et puis inversement, elle va aussi vous poser quelques questions, et puis les sociétaires ont préparé des questions pour vous. Mais juste avant, c'est moi qui pose quelques questions. On va démarrer avec vous, Monsieur Plantier. La première question que je voulais vous poser, est-ce qu'on ne rentre pas dans le dur aujourd'hui, à la fois d'assumer un rôle de premier adjoint et aussi de candidat potentiel pour 2026 ? Écoutez, là aujourd'hui, je suis là en tant que premier adjoint auprès de Jean-Paul Fournier. Il m'a donné une mission, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, de pouvoir mener à bien à la fois ma délégation d'un point de vue de l'urbanisme et plus globalement de la majorité municipale. Je ne suis pas du tout dans le cadre d'un potentiel calendrier électoral. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la ville. Mais vous réfléchissez quand même, c'est déjà un sujet, les gens, je présume, dans la rue commencent à vous en parler, parce que la succession de Jean-Paul Fournier va se préparer. On va y arriver là, fin 2024, début 2025, il va falloir y songer. J'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer dans vos colonnes dernièrement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on puisse porter atteinte à un héritage de Jean-Paul Fournier depuis 2001 en tant que maire de Nîmes, qui a eu une grosse volonté de magnifier, d'embellir la ville et de la transformer durablement avec un certain nombre de projets particulièrement importants. Je m'en fais un devoir personnel, mais aussi collectif, de m'inclure dans une démarche collective en ce sens. On peut le dire comme ça pour l'instant. Je me rase peu, vous avez vu, j'ai une barbe naissante, comme vous d'ailleurs, cher Abdel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien évidemment qu'il faut préparer l'avenir, mais cet avenir, il s'écrit collectivement. Un mot quand même, parce que vous n'avez pas envie de parler de 2026, mais je suis obligé de vous en parler un peu. Vu la situation depuis 1 an à Nîmes, dans les quartiers, on pense à Pisselon, on pense à Val-de-Gour avec ces assassinats, avec ce trafic de drogue, on pense au chemin de d'Avignon, la médiathèque Marc Bernard qui est fermée depuis plus d'1 an, avec l'école Georges Bruguier, où on se retrouve avec des familles qui ne veulent plus mettre leurs enfants. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même que vous allez être sanctionné par les habitants de la ville de Nîmes et qu'ils n'ont plus envie de confier les rênes de la ville après 2026 à la droite ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité collective. Quand je dis collective, c'est l'ensemble des pouvoirs publics par rapport à cette situation. Est-ce que ça vous fait peur ? Mais en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, Jean-Paul Fournier ou l'ensemble des élus municipaux ne prennent pas des décisions par rapport à des contextes électoraux. On n'est pas là pour savoir si on sera aimé ou détesté. On est là pour essayer de mettre en place des projets qui servent l'intérêt général et qui servent l'intérêt collectif. Aujourd'hui, très clairement, la situation qui se passe au niveau de nos quartiers n'est pas acceptable. Je crois qu'il faut être clair, il y a une unanimité pour voir qu'aujourd'hui, il y a malheureusement à la fois un ras-le-bol, de la frustration, mais surtout aussi une incapacité à agir collectivement. Mais ce n'est pas propre à Nîmes. C'est le cas dans d'autres territoires. On voit très bien qu'aujourd'hui, le trafic de l'économie souterraine, notamment par rapport au trafic de drogue, gangrène notre pays, gangrène un certain nombre de villes, des villes de grande taille, mais aussi maintenant des villes moyennes. Et Nîmes en fait partie. On est situé sur l'arc méditerranéen et malheureusement, on est un carrefour. Parfois, c'est pratique, notamment par rapport au tourisme, mais parfois, ça crée des inconvénients par rapport à cela. Par contre, dire qu'aujourd'hui, la ville assume une responsabilité par rapport à cela, c'est malheureusement trop réducteur. Aujourd'hui, c'est pas une volonté municipale de se retrouver dans cette situation-là. Ce qui est sûr, c'est que nous nous sommes fixés une obligation de moyens. C'est-à-dire que nous mettons tout en œuvre pour essayer autant que possible d'enrayer cela, par rapport à de la vidéoprotection, par rapport à des effectifs de police municipale. Mais vous dire aussi qu'on se défausse derrière la responsabilité de l'État, ça serait trop simple. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est essayer de trouver collectivement des solutions pour que notre avenir soit meilleur par rapport à ces quartiers. Est-ce que des initiatives sont possibles, par exemple au chemin d'Avignon, dans les prochaines semaines ? On a un peu reproché quand même que la ville de Nîmes ne s'est pas suffisamment déplacée dans le quartier. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je me dois de défendre une action municipale et je l'assume pleinement. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier n'a pas eu volonté de faire une quelconque récupération politique par rapport à cette situation-là. Le fait d'aller se déplacer dans les quartiers pour dire qu'il faut travailler différemment, cela ne suffit pas. Par contre, mettre en place un vrai projet global à l'échelle de ces quartiers, par rapport au contrat de ville, par rapport à la politique de la ville, par rapport aux centres sociaux, par rapport à la rénovation urbaine, par rapport à cette notion de sécurité, mais au sens qui nous intéresse, nous, de la police municipale, ça a du sens. Bien sûr qu'on n'est pas là pour tomber dans la démagogie. J'entends celles et ceux qui crient autant que possible pour essayer de trouver des solutions ou se défausser derrière des situations qui ne sont pas. Aujourd'hui, la ville assume pleinement une part de responsabilité, mais c'est une part de responsabilité collective. Aujourd'hui, nous avons tout fait
depuis 2001 pour essayer de trouver un avenir meilleur par rapport à ces quartiers. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, la rénovation urbaine en fait partie. Mais ce n'est pas seulement que la rénovation urbaine, c'est toute cette approche qu'on aura collectivement pour essayer de trouver des solutions. On parle beaucoup des quartiers, effectivement, à Nîmes depuis un an. On peut dire aussi que vous êtes très présent dans les assemblées générales des comités de quartier de toute la ville, parce qu'il n'y a pas que dans les quartiers populaires nîmois, il y a d'autres quartiers, effectivement, à Nîmes. Quels sont les retours, les remarques des habitants? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce que les habitants attendent, c'est qu'on soit à la fois sur une problématique de proximité, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la voirie, par rapport à la sécurité, par rapport à l'éclairage public, par rapport aux écoles, par rapport aux crèches. Donc, c'est essayer de satisfaire au maximum toutes ces réponses, mais c'est aussi d'être dans une démarche de perspective sur le moyen et long terme. Et c'est comme ça que l'on travaille, en tout cas au niveau municipal, c'est sur nos deux jambes, à la fois sur des projets structurants. On parlait du Palais des Congrès, le parc urbain Jacques Chirac, ça a été le cas avec le musée de la Romanité, ça a été le cas aussi avec la qualification pour le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi sur la notion de proximité. Et cela, c'est particulièrement important parce que c'est comme ça aussi qu'on essaye de satisfaire l'intérêt de chacun des riverains et chacun des administrés de cette belle ville. Il y a bientôt un an, vous avez lancé Odile. Odile, c'est une foncière. On va reparler du coup du Chemin d'Avignon, puisque grâce à cette foncière, qui avait pour objectif de dynamiser d'un point de vue commercial, dans le cadre du renouvellement urbain, vous avez racheté le carré Saint-Dominique au Chemin d'Avignon. Où on en est d'Odile depuis presque un an? Alors, Odile, c'est donc une foncière commerciale qui a été créée par la SAT, la Société d'aménagement du territoire, en lien avec la Banque des territoires et un certain nombre d'établissements bancaires. Aujourd'hui, on a réussi à consacrer une enveloppe de 20 millions d'euros pour pouvoir à la fois redynamiser le centre-ville, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un taux de vacances qui est certes moindre que dans des villes de notre strate, mais qui a un taux de vacances important sur certaines artères. Je pense notamment sur la rue Général-Perrier, juste après la Coupole des Halles jusqu'à la place Belle-Croix, ce qui sont des artères qui sont parfois un peu sinistrées, sur lesquelles nous, on peut intervenir pour racheter des locaux commerciaux, des bas d'immeubles, pour qu'on puisse après proposer des loyers un peu moindres, pour permettre à de nouveaux commerces de pouvoir s'installer. Et donc ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est vis-à-vis de la requalification des quartiers. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gros projets immobiliers qui vont se faire. Je pense notamment à côté de Trait d'Union, à l'ancien Carrefour Market, sur le secteur de Pissevin. Vous avez cité l'exemple du carré Saint-Dominique. L'idée, c'est qu'on puisse maîtriser les linéaires commerciaux de ces espaces-là pour qu'on puisse mettre en place des commerces de proximité. Parce qu'on voit très bien que ces habitants au sein de ces quartiers, ils sont attachés au commerce de proximité et que grâce à cette implication, on va pouvoir maîtriser l'ensemble de ces fonciers en bas d'immeuble. Donc il y a vraiment ces deux axes, ces deux aspects. C'est quelque chose de novateur sur Nîmes, on l'a créé il y a un an, mais ça fonctionne très bien dans d'autres territoires. Et Franck Proust, président de l'agglomération, et Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, m'ont donné mission pour mener à bien ce beau projet. Et donc on en parlait il y a quelques instants, vous les avez cités, effectivement c'est le Palais des Congrès, c'est le parc Jacques Chirac, c'est les deux grands projets de Jean-Paul Fournier pour la fin de son 4e mandat. J'ai envie de dire que le Palais des Congrès, les recours sont purgés, donc le projet avance. Par contre sur le parc Jacques Chirac, il y a un peu une montée de boucliers aujourd'hui des habitants, des riverains, notamment dans le comité de quartier des Marronniers je crois. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces habitants qui se posent des questions sur ce parc Jacques Chirac? Il faut faire attention, vous l'avez dit, les mots ont un sens. Aujourd'hui, toute la population environnante de ce quartier, plus globalement à l'échelle de la ville, sont favorables à ce projet, à la réalisation de ce projet. Pour rappel quand même, c'est un parc urbain, donc c'est-à-dire sur les terres des anciennes pépinières Pichon, qui sont fermées depuis maintenant plus de 30 ans. Notre volonté, c'est de mettre en valeur l'ensemble des espèces végétales, des essences végétales présentes sur site, et en faire un véritable poumon vert, une tramée verte en cœur de ville, juste derrière la gare, jusqu'au périphérique Aliandé, et même derrière, jusqu'à la plaine des Costières. Donc c'est vraiment un projet extrêmement vertueux, d'un point de vue de la transition écologique et de mise en valeur de ces végétaux. Et tous les habitants de ces quartiers sont très favorables à l'idée de ce projet parce que ça va créer un nouveau lieu à la fois d'attractivité mais aussi un nouveau lieu où on pourra se balader de manière tout à fait paisible. Et qu'est-ce qui se passe avec le comité des quartiers des Marronniers? Par rapport au comité de quartier, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. On a essayé autant que possible d'y répondre. Ils étaient inquiets par rapport à l'imperméabilisation des sols. Ils étaient inquiets par rapport à certaines démolitions qui ont été faites. Aujourd'hui, le projet, il est extrêmement bien préparé.
préparé dans la mesure où il a été conçu avec un cabinet d'architectes qui est spécialisé dans ce domaine. Et demain, c'est 15 hectares qui vont sortir de terre en cœur de ville pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais il faut aussi qu'on travaille dans la concertation, dans la discussion. Lorsqu'il y a des questions, il faut des réponses. Et nous, en tant qu'élus, on est obligés maintenant, je pense, d'apporter un certain nombre de précisions, parfois avec des informations extrêmement précises, parfois même des interrogations. L'objectif, c'est de ne plus passer en force. Ça n'a jamais été le cas, en tout cas me concernant. Et en tout cas, notre volonté, c'est que l'ensemble des riverains soient associés à cette démarche. On dit un dernier mot sur le Nîmes Olympique. Forcément, Corentin tout à l'heure m'a envoyé un texto, il pensait que j'allais pas vous poser une question. Forcément que j'allais vous poser une question. Vous êtes destinataire de deux études que vous avez commandées, deux études, une qui porte sur des perspectives de reprise du club Nîmes Olympique, et puis une autre étude concernant la réhabilitation du stade des Costières. Est-ce que ce soir vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que je sais que les dossiers sont arrivés sur votre bureau. Alors, vous êtes mieux informé que moi dans la mesure où aujourd'hui il n'y a pas deux études qui ont été commandées, il y en a une seule. Dans le cadre de la rénovation du stade des Costières, il y a deux éléments par rapport à cela. Vous savez, moi je ne suis pas là pour faire de la communication. Je suis là pour essayer d'apporter un certain regard par rapport à une situation. Aujourd'hui, la situation a été critique, on l'a rappelé, je ne vais pas revenir sur tout l'historique de ce qui a pu se produire. Aujourd'hui, il y a deux éléments. D'une part, il faut absolument que ce club puisse se maintenir en national, qui est aujourd'hui dans une situation pas simple. Ça va un petit peu mieux d'un point de vue sportif, et je crois qu'il faut s'en féliciter parce que c'est l'élément vital par rapport à la poursuite de ce club. Et le deuxième élément, c'est que la ville, au vu de la situation du stade provisoire, du refus de permis de construire sur le stade des Costières, la ville a commandé une étude qui va nous permettre d'avoir potentiellement des éléments sur une potentielle rénovation du stade des Costières. Et à ce moment-là, on pourra envisager, le cas échéant, des alternatives par rapport à la volonté de la gouvernance actuelle. Aujourd'hui, je n'ai strictement aucune nouvelle du président du Nîmes Olympique, mais je crois que personne en a sur l'ensemble du territoire nîmois, ni même dans son équipe au niveau de son staff sportif. Il a donné mission à un certain nombre de personnes pour pouvoir gérer le club. Je ne ferai pas de commentaires par rapport à cela. Je n'ai pas forcément les meilleures relations avec lui et je suis le premier à le déplorer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que nous, en tant qu'élus, on ne se ferme aucune possibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'à situation d'urgence, mesure d'urgence. Voilà. Demain, j'espère, en tout cas j'ose espérer, que certains investisseurs seront en capacité de proposer une alternative par rapport à ce club. Mais même sans nouvelles de Rani Assaf, est-ce que vous pourriez aller jusqu'à prendre la décision de réhabiliter le stade des Costières ? Ce qui nous importe, nous, c'est l'avenir du club. Voilà. Donc même sans nouvelles de Rani Assaf, vous pourriez très bien lancer la réhabilitation du stade des Costières. Ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument... Puisque je crois que le permis que vous avez avec lui, en tout cas l'autorisation d'occupation du stade des Antonins, arrive à échéance en 2027. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le stade des Antonins, il est sur une parcelle qui a été mise à disposition par la municipalité, par jusqu'en 2027. La collectivité territoriale, et c'est un permis de construire provisoire. Donc oui, c'est une occupation temporaire. Il faut absolument qu'on puisse se positionner. À partir du moment où le projet de stade définitif a été porté à atteinte, notamment par rapport à ce refus de permis de construire, il est de notre devoir d'envisager un avenir à court terme. On connaît la date ou pas encore du tribunal sur ce recours qu'a formé Rani Assaf? Non, c'est en cours d'instance d'après les informations. Il y a une question de Patrice, du coup, qui suit l'émission. Patrice, il vous demande, Julien Plantier, dans mon quartier, il n'y a pas de fibre depuis des années. On sait qu'on est, alors on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais Nîmes est dans un territoire qu'on appelle ANI. Donc c'est la ville de Nîmes qui gère effectivement avec l'opérateur Orange l'installation de fibre optique sur la ville. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Patrice ? Qu'aujourd'hui, et je parle sous le contrôle de mon collègue Frédéric Escogedo qui s'occupe de cela en charge du numérique, aujourd'hui, Orange, et vous l'avez rappelé Abdel Samari, Orange a pour mission au niveau national de déployer la fibre sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est Orange et lui seul qui est responsable de ce déploiement. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de 90% du territoire nîmois qui est couvert par la fibre, et ça, je crois que c'est une vraie satisfaction. Ça fait des années qu'on l'attendait, et on sait très bien aujourd'hui que la fibre est un moyen extrêmement important, notamment par rapport au télétravail, de pouvoir travailler de manière totalement indépendante dans son domicile. Il reste encore quelques points noirs, notamment dans les quartiers de Garrigues, où il y a un certain nombre de chemins, de linéaires de chemins qui sont très importants, des impasses, où il faut parfois qu'Orange passe dans des parcelles privées pour déployer un certain nombre de foyers par rapport à ces impasses. Et donc aujourd'hui, il y a environ 10% du territoire nîmois qui n'est pas couvert par la fibre. Et donc j'invite votre téléspectateur Patrice à signifier sur l'application de la ville de Nîmes, qui est une application qui est très bien faite, où on peut déposer un certain nombre de demandes, et après une fiche action qui se fait, et il aura une réponse dans les plus brefs délais. Khadija Oudja, c'est à vous à présent de poser votre question à notre invité Julien Plantier.
Oh, une question aussi qui a trait à l'humain. Vous êtes engagé en politique depuis de nombreuses années. Quelles sont les motivations et quel a été votre moteur? Est-ce que ça a été très jeune? Qu'est-ce qui a conditionné ce parcours politique? Alors, je suis d'une famille qui n'est pas du tout impliquée en politique. Mes parents n'ont jamais été militants ni sympathisants d'une famille politique. Moi, je me suis intéressé en politique en 2002. J'étais lycéen au lycée Montory, anciennement dénommé ainsi. Et lorsque j'ai vu Jean-Marie Le Pen arriver au second tour des élections présidentielles, je me suis retrouvé avec mes collègues lycéens à descendre dans la rue pour la première fois. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la politique. Et c'est après d'une approche avec Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était dans le cadre de la campagne présidentielle, en 2005, au début de sa campagne, que je me suis impliqué. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Paul Fournier et l'ensemble de l'équipe municipale et que je me suis impliqué en politique, tout à fait. Fatima, votre question à Julien Plantier. Vous avez voté le budget 2024. Pardon. Quelle est la part de la culture et combien vous avez prévu pour les quartiers politiques de la ville? Alors aujourd'hui, vous parlez au niveau ville de Nîmes. Ville de Nîmes. Ville de Nîmes, d'accord. Donc aujourd'hui, le budget de la ville de Nîmes prévoit environ 350 millions d'euros. C'est un budget extrêmement important pour une ville de 160 000 habitants. Notre volonté, c'est qu'on puisse environ prévoir une enveloppe de 10% pour culture jeunesse qui nous permet de pouvoir mettre en place une vraie politique en matière culturelle. Une vraie politique en matière culturelle à la fois de soutien vis-à-vis des associations, mais aussi d'un soutien très fort vis-à-vis des événements. Et ça me permet, si vous me permettez, Abdel Samari, d'évoquer un événement important qui va se dérouler sur la ville de Nîmes, la première édition de la Triennale d'art contemporain à partir du mois d'avril. Pendant 3 mois, il y a aux 4 coins de la ville un certain nombre d'expositions. C'est un projet porté par ma collègue Sophie Roux, l'adjointe à la culture, qui va permettre de démocratiser l'art contemporain dans l'espace public. Mais en parallèle de cela, il y a bien sûr un soutien vis-à-vis des associations, vis-à-vis aussi du conservatoire, de l'école des beaux-arts, l'agglomération de travail aussi avec Paloma. Donc il y a vraiment une politique culturelle extrêmement forte. Et par rapport aux associations... Et puis il y a Dua Lipa. Comment? Il y a Dua Lipa dans les arènes. Et oui, il y a un festival important, mais nous, ça, on le relève d'un point de vue des festivités. Là où c'est important, nous, c'est qu'il y a un vrai soutien vis-à-vis du monde culturel, à différencier vis-à-vis des festivités, notamment du Festival de Nîmes. La somme pour la triennale ne va pas venir au détriment d'autres événements qu'on non, pas du tout. Vous savez, la majorité municipale a toujours eu à cœur de maintenir à minima les enveloppes d'un point de vue constant, voire même à les augmenter vis-à-vis des soutiens, que ce soit culturel, social ou bien au niveau sportif. Jean-Baptiste, c'est à vous votre question à Julien Plantier. Oui, monsieur Plantier, en quelques mots, si vous deviez définir pour les 10, 15, 20 prochaines années votre vision de Nîmes, notre ville, quelle serait-elle? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise en parlant de Nîmes? C'est une bonne question, Jean-Baptiste. Pour nous, et quand je dis nous, c'est collectivement, pour nous, il y a 2 priorités fortes. D'une part, une ville à taille humaine. Je crois qu'aujourd'hui, on est une ville de 160 000 habitants dans une agglomération de 250 000 habitants. Ça a un certain nombre d'avantages parce qu'il y a un vrai maillage territorial. On ne tombe pas dans des grandes villes et on a vu que la période de la crise sanitaire a fait que beaucoup de populations sont venues sur ces villes moyennes dans lesquelles il y a un vrai attrait, une vraie centralité. Donc c'est une ville à taille humaine dans laquelle il fait bon vivre. Et c'est vraiment l'ADN de l'équipe municipale depuis plus de 20 ans. C'est une volonté de pouvoir embellir à la fois le centre-ville d'Écusson et pour qu'on puisse magnifier cette ville. Lorsqu'on sort de la gare de Nîmes Centre, lorsqu'on remonte les allées Feuchères, qu'on arrive à l'Esplanade et sur le Jean Jaurès, il y a vraiment cet axe Foster qui nous permet aujourd'hui d'avoir une ville dans laquelle il fait bon vivre. Et c'est vraiment les 2 objectifs sur lesquels on est. Après, honnêtement, je crois qu'il faut aussi qu'on puisse avoir avec une certaine lucidité et une certaine sincérité de pas penser que les politiques ont réponse à tout. Aujourd'hui, très clairement, les hommes et les femmes politiques qui s'engagent, ils sont là pour représenter certes un courant politique ou une vision, mais il faut aussi qu'il y ait cette démarche de concertation, de co-construction. Les populations en ont assez, je pense, d'être sondées tous les 6 ans au moment des élections. C'est aussi notre volonté à nous de pouvoir s'inscrire dans une démarche de co-construction avec les populations pour écrire l'avenir de notre ville. C'est à vous, Julien Plantier, à présent. On va switcher de poser une question à notre invité Khadija Oudja.
Mais juste, Madame Aoudia, si vous me permettez, je reviendrai sur ce que vous évoquez par rapport à nos quartiers. Vous êtes une femme engagée, à la fois par rapport à votre profession et la manière dont vous pouvez vous exprimer dans ce type d'audience. C'est, selon vous, si demain vous deviez vous engager en politique, peut-être ça arrivera. Je ne sais pas si je dois vous le souhaiter ou pas, mais quelle serait pour vous ma dernière question. Bon, c'est pas grave. Quelle serait pour vous la mesure forte vis-à-vis de nos quartiers, et notamment dans le cadre du débat que nous avons eu en introduction de cette émission? Si demain, j'avais la possibilité en étant élu, donc là, je viens sur votre terrain, d'ailleurs que je deviens votre adversaire politique, Maire de Nîmes. et je deviens maire de Nîmes. Pourquoi pas? C'est pas mes ambitions, mais pourquoi pas? Je tenterai de persuader des personnalités du showbiz de s'installer dans un quartier. Alors, de leur donner une parcelle de terrain, créer un mini petit ghetto qui ne serait composé que de villas de luxe dans lesquelles vivraient des hommes et des femmes du showbiz pour rendre plus glamour ces quartiers. Je reste convaincue d'une chose, c'est que si demain on a ce type de personnalité qui par défiance, qui par engagement, qui par volonté de voir chez l'autre son semblable, s'installe dans ces quartiers-là, eh bien, si on a Brad Pitt qui a sa villa au chemin bas d'Avignon, je vous garantis que la mixité sociale sera réellement d'actualité. Alors je sais que c'est un vœu pieux, pas plus il n'y aura de Brad Pitt au chemin bas d'Avignon qu'il n'y aura de Maître Aoudia comme maire de la commune. Ah, tu m'attendais pas à Brad Pitt, mais Pourquoi pas? c'est pas mal. Je vais faire la Provence, hein, parce que j'ai Pour le coup, j'ai bien aimé cette réponse. Allez, quelques questions pour vous et ensuite je donne la parole à nos sociétaires. Vous avez participé, Khadija Aoudia, à un colloque international à Tunis, si je me trompe pas, qui était réservé au droit international. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment va le monde des avocats dans le monde ? Eh bien, les avocats sont le reflet de la société dans laquelle ils vivent. Je rappellerai liminairement qu'un état de droit est mesuré par le positionnement des avocats dans leur liberté et dans leur indépendance. C'est ce qui va permettre véritablement de dire et de caractériser l'état de droit. À partir du moment où je vous donne cette définition, vous comprendrez que partout dans le monde, soit parce que en temps de guerre, soit parce qu'il y a une violation manifeste des droits et libertés fondamentaux, eh bien l'exercice de la profession d'avocat devient de plus en plus difficile. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a eu une journée nationale. Au moment où je vous parle, mes confrères, les consoeurs en Turquie, en Palestine, en Israël, donc sont véritablement mis en danger. On l'a aussi, malheureusement aussi, dans certains pays arabo-musulmans, où le simple fait d'être avocat et de défendre, d'exercer les droits de la défense, suffit pour être emprisonné, voire tué. Donc il y a beaucoup de travail encore là-dessus, et il faut qu'on se mobilise. Et en France, comment va le monde des avocats ? Alors, en France... Parce que ces dernières années, on a eu le sentiment qu'il n'y a jamais eu autant de manifestations, d'interventions sur les marches des palais de justice. La justice, alors c'est toujours pareil, bon, quand on parle du droit international, des confrères au niveau sur la scène internationale et qu'on revient en France, le premier réflexe c'est de dire on n'est pas trop mal lotis. On reste quand même dans un état de droit. Mais c'est bien de le dire. Dans un état de droit et l'avocat peut s'exprimer. Néanmoins, notre justice est ce qu'elle a, elle est avec les moyens qui sont attribués à la justice. La justice va très mal. Les réponses sont extrêmement longues, le délai raisonnable n'est pas respecté, les magistrats, greffiers travaillent dans des conditions qui sont véritablement, mais extrêmement difficiles, avec une charge émotionnelle qui devient de plus en plus lourde, et on ne peut pas administrer correctement la justice lorsque les moyens humains et matériels ne sont toujours pas d'actualité. Même si le garde des Sceaux avait l'air de dire ces dernières années qu'il y avait plus de moyens qui ont été mis sur la table, des moyens financiers qui ont été mis sur la table par l'exécutif. Alors je ne vais pas voler au secours de notre de Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice, il y parviendra parfaitement. C'était un de vos confrères. Mais à sa décharge.
entre le temps de la décision politique et la mise en place, nécessairement, il y aura au minima 3-4 ans qui vont s'écouler. Pourquoi ? Parce que même si on ouvre l'école de la magistrature en augmentant le quantum des personnes qui pourront bénéficier de ce concours, il faut le temps de la formation. Et on ne forme pas un magistrat en 24 heures. Ce n'est pas possible. Il en va de même pour les greffiers. Vous avez peut-être l'opportunité un jour, peut-être, puisque M. Plantier, je crois qu'il a fait des études d'avocat, de droit. Oui, j'ai prêté serment, mais je ne suis pas inscrit au barreau. Donc voilà, que mon mandat d'élu, c'était assez incompatible. Mais oui, je comprends. Vous avez prêté serment au barreau à la Cour d'appel de Nîmes ? À Montpellier. À Montpellier ? On revient sur votre exercice, votre mandat au bâtonnat de Nîmes. Vous entamez votre dernière année. Quelles sont vos priorités cette année et de quoi vous êtes le plus fier ? Fier, faille narcissique oblige de tout, déjà. C'est bien de le reconnaître. Ben oui, parce que je ne vais pas entreprendre des missions si ces missions ne sont pas animées par une volonté de faire bien. Donc, à partir du moment où on est animé par une volonté d'améliorer les conditions de la profession, mais aussi des justiciables, nécessairement, on ne peut qu'être fier. Et surtout lorsqu'on se base sur les droits et libertés fondamentaux. Mon projet sur la dernière ligne est grâce justement au fait que j'ai un bâtonnier élu, un vice-bâtonnier élu, ce qui va me permettre de me consacrer plus précisément aux relations internationales. Mon objectif, et je pense qu'on va y parvenir, c'est de retisser les liens avec les pays francophones, donc à travers les confrères, afin de redynamiser l'économie internationale. Pour faire bref, on a Alger qui est à 1h30. De Marseille. On a une matière première en Algérie qui est extrêmement importante, des richesses qui sont extrêmement importantes. Il y a un savoir-faire ici localement. Le pourtour méditerranéen est très important. Donc je mets tout en œuvre pour retisser les liens. Le 9 et le 11 mai, l'ensemble des avocats européens, donc dans le cadre des assises de la Méditerranée qui ont lieu chaque année, pour la première fois va se dérouler à Alger. Je vais y participer en tant qu'intervenant aussi, de façon à mobiliser mes confrères nîmois, montpelliérains, et j'ai été aussi sollicité par des confrères parisiens. L'idée, c'est de tisser les liens entre mon barreau, prioritairement, et Alger, de façon à ce que tous les avocats conseils puissent être les principaux intervenants dans les transactions immobilières, mais pas que, dans tout ce qui relève de l'économie. Voilà. Un exemple pour illustrer, savoir bien déterminer les besoins en Algérie, le savoir-faire ici, en France, et comment, égalitairement, on peut échanger nos compétences. Ils ont besoin de cinéma, de construction de cinéma. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons cette expertise, comment on peut apporter et comment les confrères algériens et les confrères français vont pouvoir travailler ensemble et redynamiser l'économie locale. C'est mon objectif et je mettrai tout en œuvre pour qu'il puisse être réel et effectif. Voilà. Celle qui vous remplace, c'est une femme. Oui. C'est une fierté aussi de remettre le flambeau à une autre femme. C'est aussi que le monde a un peu changé, aussi en France, de ce point de vue-là. Non, il n'a pas changé. Ça s'impose. On est dans une société patriarcale, dont acte. Mais la réalité sociale est la suivante. C'est qu'au niveau des écoles supérieures et des universités, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Et la conséquence, dans les 20 ans, 30 ans à venir, c'est qu'il y aura plus de femmes aux postes stratégiques, c'est-à-dire postes de pouvoir, qu'il n'y aura d'hommes. Donc, ce n'est pas les mentalités qui ont été bouleversées. C'est l'évolution sociétale qui fait que les femmes sont plus performantes dans les études secondaires, dans les études universitaires, que les hommes. Et j'ai deux dernières questions à vous poser. La première, c'est à l'avocate que je pose cette question. On parle beaucoup d'ensauvagement de la société. Vous êtes une avocate spécialiste en droit pénal en particulier. Est-ce que vous considérez aussi que ces dernières années, vous y avez vu un glissement ?
un glissement, y compris au sein des palais de justice. Non. Mais pas du tout, mais parce que justement, j'ai cette expertise et ce recul. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous savez que certains termes, je ne les emploie pas, je vous l'ai déjà indiqué. Le terme que vous avez employé, cet adverbe, qui pour moi n'est pas un adverbe qui correspond à une définition de quelque nature qu'elle soit. Donc nous ne c'est sommes un terme pas qui est des employé par le ministre de l'Intérieur. Et je ne le relayerai pas. Si vous voulez parler de la délinquance et plus précisément de ce que nous avons pu déplorer au lendemain donc, du Covid, c'est à partir de 2021, les règlements de compte sous fond de trafic de stupéfiants, je vous dirais que tous les 20 ans, nous sommes confrontés à des règlements de compte. Donc on a eu la French Connection en 1970. Dans les années 90, Marseille, la région, avec, je ne vais pas citer tous les noms qui sont venus dans notre région, mais dans les années 90 jusqu'à la fin des années 90, on a eu les règlements de compte sous fond de trafic de machines à sous, et on a vu plus de 98 décès quand même. On était dans le grand banditisme, et nous avons effectivement aujourd'hui des règlements de compte qui sont liés au trafic de C'est l'histoire qui se répète. C'est juste l'histoire qui se répète tous les 20 ans, on y a droit. Je vais vous donner un exemple concret, là c'est au niveau des chiffres. On parlait tout à l'heure du Chouemba d'Avignon. Chouemba d'Avignon, il y a à peu près 7000 habitants au Chouemba d'Avignon. Je posais la question au procureur de la République, que vous avez très bien connu, M. Morel, puisque c'était un excellent communicant. Je lui dis, mais concrètement, combien de familles sont concernées par la délinquance? Quand je parle de délinquance, je parle de la délinquance liée au trafic de stupéfiants. Combien de familles y sont concernées? Même pas une dizaine. Vous voyez? Donc sur 7000 habitants, même pas une dizaine, on n'est même pas sur du 3 ou 4%. C'est pas grand-chose en réalité. Et puis, il va y avoir la justice qui va œuvrer, et ça va se calmer dans les années à venir, dans 2-3 ans, tout va se calmer. Dans 20 ans, nous reviendrons avec d'autres types de délinquance, avec la même violence. Mais c'est pas lié à une augmentation ou une diminution. Un tout dernier mot, il y a tout le monde qui veut vous poser une question sur vos derniers propos. J'ai même l'impression que Julien Plantier veut intervenir là-dessus. Je voudrais juste terminer par un mot. On crève l'abcès ce soir. Khadija Oudja, est-ce que vous allez faire de la politique en 2026 ou pas? Non. Non. C'est plus un jeu, une plaisanterie. C'est vrai que j'aime bien surfer. Bon, d'abord, je fais de la politique. Il est inutile d'avoir un mandat pour faire de la politique. Non, parce que Julien Plantier doit monter une liste, donc c'est intéressant. Et il écoute aussi, même pour les personnalités locales qui peuvent être intéressées. Même s'il y a eu quelques indiscrétions sur le sujet, je m'en amuse. C'est pour ça que j'ai dit on crève l'abcès. Non, je pense, alors, pas parce que j'ai du mépris, au contraire, j'ai énormément de respect pour ces hommes et ces femmes qui s'engagent pour autrui. Je pense que le temps consacré pour autrui est important. La vie, je le dis et je le répète, est un contrat à durée déterminée. À chaque fois que nous prenons du temps pour les autres, c'est une partie de notre vie que nous donnons aux autres. Donc pour tous ces hommes et ces femmes qui s'engagent véritablement parce qu'ils ont cette passion, ils doivent être respectés. Et quel que soit le mandat qu'ils ont, le temps qu'ils ont, on doit à minima, même si on n'est pas d'accord, même si on ne partage pas les mêmes idéologies, on doit à minima respecter le temps qui a été consacré pour les autres. Mais les avocats qui font de la politique, on a des bonnes illustrations avec le garde des Sceaux. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je pense qu'il faut une certaine qualité pour être un bon politicien avec mon... Il en faut. Et quand je dis certaines qualités, encore une fois, vous connaissez ma faille narcissique, c'est pas par dénigrement, moi il s'en faut. Mais un excellent avocat ne fera pas nécessairement un excellent politicien, et l'inverse est aussi vrai. Enfin, c'est pas vous que je vise, bien évidemment. Mais je pense que chacun, quand il est animé par une volonté de bien faire dans un domaine particulier, finit par être bon. Je serai très mauvaise politicienne. C'est noté. Rester à ma place. On l'a entendu. Jean-Baptiste, votre question à Khadija Oudja. Peut-être juste une remarque, et on ferme la parenthèse aussi rapidement sur la fin de vos propos. Oui, l'histoire se répète, elle se répète souvent d'un point de vue politique, ce que vous voulez, mais juste 2 petits points. Dans les années 80, avec ces règlements de compte dont vous parliez, 2 choses, moi, que j'ai jamais vues. 80, 90 à Marseille, où vous voulez, à Nîmes. 2 choses que j'ai jamais vues, moi. C'est on tue des policiers. Ça n'a jamais été le cas. On tue des juges. Oui. Ça, c'était la mafia en Italie. Mais en France, je veux dire, on n'a jamais autant tué de policiers depuis quelques années. C'est un fait. Le deuxième point, une chose qui n'a jamais été dans cette criminalité, c'est que
je ne généralise pas, mais il y a, on le remarque aujourd'hui dans cette criminalité, un communautarisme qui est latent, qui est parallèle à cette criminalité, qui s'accompagne malheureusement, voilà, je veux dire, on le voit souvent, le Gard aujourd'hui, c'est un des territoires où il y a le plus grand nombre de fichiers S qui peuvent passer à l'acte avec ce genre de motif. Ça, c'est nouveau. Non, ça, c'est pas l'histoire qui se répète. Non. Fin de la parenthèse. Vous permettez que je réponde déjà à ces deux points. Ça, moi, je voulais pas vous interroger sur ça, mais c'est vrai que ça me fait rebondir. Je vais répondre déjà sur ces 2 points, et après je vous... Et après, l'autre point, je voulais avoir... Parce qu'on arrive au bout de l'émission. Alors, rapidement. Non, je vais simplement, après, je termine ma question. Mais j'ai peur après de ne pas me rappeler... En quelques mots, après, je voulais juste avoir votre avis sur un autre débat. En tant que professionnel du droit, là, ça m'intéresse tout autant. Sur le débat de la fin de vie, qui a été amené par le président de la République. Moi, si vous voulez, j'ai du mal, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que c'est aux politiques de parler de la mort, de parler d'aide à mourir? Je note juste qu'un ancien grand bâtonnier qui nous a malheureusement quitté, Robert Badinter, y était contre, qu'un grand avocat aujourd'hui en la personne de François Sureau y est contre. Est-ce que c'est vraiment aux politiques de s'occuper de cette question? Alors, attachons-nous plutôt à cette réponse. Il y a 3 questions. Hein. Donc, rapidement, alors, rapidement, pour répondre, est-ce que dans la délinquance, non, dans la grande criminalité, que ce soit dans les années 70, 90, 2000 et 2020, est-ce qu'il y a eu des attaques au niveau des policiers, au niveau des magistrats? La réponse est oui. On parle du nombre important aujourd'hui. Il était très important aussi, et de la même façon. La deuxième question sur le communautarisme. Si je vous dis et je vous affirme que c'est le cas, vous voulez que je vous détaille? Parce que non, je peux le faire. Non, ça va aller. Je suis pas le ministre de l'Intérieur. Ne me dites pas le ministre de l'Intérieur, mais c'est les chefs du ministre de l'Intérieur. Mais ne dites pas... Alors, je vous invite à regarder l'ensemble des médias qui ont traité du sujet. Faites l'étude comparative et positionnez-vous. Mais ne dites pas ça n'a jamais existé ou très peu. Alors je dis que ça a considérablement augmenté. Non, ça n'a pas considérablement augmenté. C'est à l'identique. Invitez Jean-Pierre Bandira, qui était magistrat instructeur près du tribunal judiciaire de Nîmes. C'est une mémoire vivante et il sera en mesure de vous dire les choses. Donc n'affirmez pas si vous n'avez pas les éléments sur lesquels vous pouvez vous baser. Aux chiffres qui sont accessibles. Allez, on va pas y passer 3 heures. Non mais on passe à autre chose. D'accord, c'est pas grave. Allez, sur la fin de vie, parce que c'est le plus intéressant. Alors, la question aussi. Non, il y avait un deuxième point. Non, je vais répondre aux 3 points. Le premier, c'est inexact et les chiffres, vous ne mentionnez pas l'origine ni le fondement. Donc ça. Le ministère ne vous attaquez pas. Non, le ministère. Non. Elle a l'expérience, ça va durer 3 heures. Mais non. On est en antenne publique. On est en antenne publique. Bon, très bien. Vous dites des choses mensongèrement. Je vous ai dit que c'est mensonger. Tout le monde peut voir le deuxième point. En ce qui concerne la délinquance dont vous parlez, vous faites état, vous faites une confusion terrible. Je vous rassure, ceux qui sont fichés S, c'est-à-dire ceux qui sont radicalisés, ne sont pas dans le trafic de stupéfiants. Je vais même dire le contraire. Ils sont en guéguerre entre les délinquants liés au trafic de stupéfiants et ceux de la radicalisation. J'ai dit que ce type de criminalité n'existait pas dans les années que vous avez mentionnées, c'est tout. Voilà, c'est nouveau, c'est pas l'histoire qui se répète. Vous connaissez pas l'histoire de la radicalisation? Vous la connaissez ou pas, l'histoire de la radicalisation? Dans les années 70-80, ce phénomène de radicalisation était quasi inexistant ou bien moins important qu'aujourd'hui. Elle existe. Vous voulez que je vous dise d'où sur je vais répondre à la question parce que ça prendra 2 minutes et demie. Vous savez d'où vient la radicalisation et comment on a accueilli? Je vais vous expliquer. Quand dans les années 90... Non, mais moi, Jean-Baptiste, ne remettez pas une épaisse dans la machine. Mais quand dans les années 90... Romain, un repas ce soir, il est attendu. Je vais être très synthétique. Quand dans les années 90, nous avons la décennie sanguinaire en Algérie, parce que l'Algérie, c'est le premier pays, mais j'ai bien dit le premier pays au monde qui a été en capacité de lutter efficacement contre le terrorisme. Quand dans les années 90, on a eu le phénomène donc de cette guerre civile contre le GIA, c'est-à-dire le groupe islamique armé. Oui. À la fin des années 90, lorsque la vapeur change de camp et que l'armée, grâce au groupe de légitime défense, ont pu prendre le dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens du GIA se sont rapprochés d'ONG, ont demandé l'asile politique en France, sous prétexte que l'Algérie n'avait pas respecté le processus électoral de 1988. On a accueilli les anciens du GIA sur notre territoire, qui sont devenus les fameux imams des caves, avec les premières radicalisations qu'on a retrouvées dans nos quartiers, justement parce qu'ils avaient un vivier extraordinaire. Même process qui s'est passé en Algérie, on l'a constaté ici. Nos politiques y ont contribué. Troisième point, je ferme la parenthèse. Sur la fin de vie. Là, on a la conséquence. Il faut faire la différence entre la notion donc du législateur, c'est-à-dire celui qui promulgue les textes de loi, et le positionnement politique. Que les politiques puissent avoir un positionnement, un avis, c'est un fait. Mais ce n'est pas eux à légiférer, c'est
le Parlement. C'est le Parlement qui légifère. Moi, personnellement, et Dieu sait, d'ailleurs j'ai rendu hommage, combien j'admirais Robert Badinter, c'est plus qu'une icône, c'est ce qui nous animait pour bon nombre d'avocats. Je pense que la dignité humaine et le respect dû à la dignité humaine doit aller jusqu'à la possibilité de pouvoir aussi choisir une mort digne. Et que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du personnel, mais de l'intime. Donc laissons au pouvoir législatif, par les députés que nous avons élus, par les sénateurs qui ont été élus, le choix de se positionner sur cette question. Allez, on termine avec Fatima. Votre question à Khadija Oudja pour terminer. Moi, je voulais souligner le fait que je ne connaissais pas le nom du bâtonnier au barreau de Nîmes jusqu'à ce que ça soit Khadija. Et j'admire cette femme. Et quand on l'entend, on a envie de faire du droit. Et ma question, c'était... et puis j'aime bien faire de la politique. j'aime bien le concept de défendre la dignité humaine. Bon, ma question, c'était sur les objectifs, mais bon, du coup, vous l'avez posé, donc je vous retourne à vous avez rendu hommage, vous avez passé un bon moment. Je vous retourne à la question que vous avez posée à Julien Plantier. Qu'est-ce qui vous a donné à vous l'envie de faire du droit ? Comme ça, on finira sur une note positive. Très jeune. Le goût de la justice. Vraiment. Mais jeune, quand je dis très jeune, c'est la discrimination du copain qui était un peu gros, où on le met un peu à l'écart parce qu'il est un peu gros ou un peu maigre. Bon, j'ai pas été confrontée à la discrimination liée en raison de mes origines ethniques, parce que j'étais la seule dans ma classe, donc forcément, il n'y avait pas ce genre de difficulté. Mais en revanche, toute discrimination qui était liée au physique, ce qu'on appellerait aujourd'hui le harcèlement, en fait, et ça m'émeut. Et très jeune, voilà, j'étais engagée. Le goût de la justice, de l'égalité de traitement. Ouais. Merci. Merci à tous. Merci à nos amis.